Merci et bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette soirée. Alors ça va se dérouler en 3 temps. Si vous avez lu l'invitation, vous savez que je vais essayer de vous faire une conférence sur la transition écologique et sociale, et puis il y a plein d'autres choses derrière, par une approche basée sur la physique dans un premier temps, et puis on parlera un petit peu de sciences plus largement et d'analyse économique. Comme je vais être très théorique, que je vais voler dans les étoiles, on va revenir sur Terre avec des choses pratico-pratiques, avec un certain nombre d'intervenants. Et je trouve que c'est intéressant, parce que quand j'ai commencé à avoir l'idée, j'ai rencontré plein de gens et il aurait fallu en mettre encore d'autres. Donc merci à ceux qui interviennent, et puis le but quelque part c'est de vous permettre d'identifier dans ceux qui interviennent, et puis après de continuer les échanges autour d'un apéritif qui vous est offert avec une majorité de produits locaux. On a essayé de faire en sorte, avec le lycée Sainte-Marie qui nous accueille, de choisir au maximum des produits locaux. Alors, avant de passer la parole à Dominique Saget, qui est le directeur du lycée technique qui nous accueille et qui nous met gracieusement la salle à disposition, je voulais remercier notamment l'Office des entreprises qui a fortement relayé l'invitation, ainsi que toutes les associations du territoire. Donc je les remercie grandement de m'avoir fait confiance pour relayer ce que je vais vous présenter dans quelques minutes. Je remercie aussi Najim Barika, mon vidéaste attitré, enfin c'est la première fois. Alors c'est un presque local, vous m'excuserez, il a dû franchir le Rhône pour venir. Mais c'est pour toi, c'est avec plaisir. Ouais. Mais c'est pour tisser des liens, parce que le Rhône, comme on le dit souvent, ne divise pas mais rassemble. Surtout le Côte du Rhône. Et surtout les Côtes du Rhône. Voilà, Dominique, je te laisse la parole quelques instants. Je me mets là, merci pour... je vois que tu as trouvé une photo, le droit à l'image. Donc, merci déjà de votre présence dans cet espace entreprise qu'on l'a créé, qu'on l'a inauguré avec Monsieur Ray il y a, faire 1 an, pas tout à fait. C'était vraiment le but que ce lieu soit pour vous, le monde de l'entreprise, et de pouvoir faire des conférences de façon régulière pour faire entrer le monde de l'entreprise dans le monde de l'éducation. Ça aura été mon combat de toute ma carrière professionnelle, je crois, parce que, et je le rappelle, mais j'essaye d'être dans les actes, c'est qu'un lycée professionnel est au service du monde de l'entreprise. On est là pour répondre à vos attentes du mieux qu'on peut, et essayer de cheminer ensemble pour vous former du personnel le plus compétent possible. Et vous verrez tout à l'heure avec l'intervention d'une de nos apprentis sur les métiers de l'eau, je la laisserai se présenter, parce que sinon elle va avoir la pression, surtout qu'elle va parler de l'eau, donc sur tout ce qui est la maîtrise de l'eau. Hein. Donc encore merci de votre venue. Donc ici au lycée, c'est tout ce qui est autour de l'écologie, on y est particulièrement sensible, parce que déjà au niveau de nos élèves, on essaye de leur apporter au niveau du tri sélectif, on essaye de les sensibiliser au nettoyage de la nature, on fait souvent des opérations de nettoyage, on a encore fait une dernièrement vers Remoulin au niveau de la nature, de façon à leur dire attention, il y a un papillon, ne jette pas n'importe où, il y a une durée de... ça prend du temps à se recycler, et il faut protéger ce petit diamant qu'on a, et c'est très important de les sensibiliser. On a un grand rôle à jouer au niveau de l'éducation, et je crois qu'ils commencent à prendre les bonnes habitudes. Alors le chemin, il sera long, hein, parce que des fois ils rentrent chez eux, et puis chez eux ils n'ont pas les mêmes habitudes. Donc c'est à nous d'ancrer, de répéter à chaque fois, attention, on protège notre nature, et ça c'est très important. Alors après on a la partie technique, on a un BTS métier de l'eau, donc là aussi, hein, tout ce qui est la gestion de l'eau, l'économie d'eau,
On a des projets de recherche dessus, on vous en parlera tout à l'heure, parce que c'est un bien précieux, l'eau, il faut la protéger et essayer de voir comment on peut l'utiliser au mieux. Et puis, c'est vrai que nous, on est dans la chimie. Alors, vous allez dire, la chimie, l'écologie, ça fait mauvais usage, mais bon, on devait avoir une intervention, puis le collègue qui est chef d'entreprise est malade, puisqu'il est intervenant chez nous, mais on voulait vous montrer comment on peut faire de la chimie écologique, entre guillemets, mais bon, ce sera pour une prochaine conférence. En tout cas, on devait, alors, je ne vais pas parler parce qu'elle doit nous envoyer un petit mot, je l'ai appris cet après-midi, je me suis permis d'écrire parce que je trouvais que c'est une belle action et qu'il faut la communiquer à la ministre, Madame Bruck-Poisson, à Madame la ministre, et elle ne pouvait être pas là ce soir. Alors, je sais que vous êtes tous déçus, je vois bien sur vos visages, mais en tout cas elle est sensible à ce que l'on fait. Et donc ça c'est important. Vous avez des tableaux qui viennent du ministère, donc voilà, c'est vos posters. Et on en a un certain nombre qui viennent du ministère de l'écologie. Et je trouve, voilà, c'était aussi baigné aussi pour, voilà, dans un environnement, on fait attention à notre nature. Mais en tout cas, elle est très attentive et on lui enverra le compte rendu, pourquoi pas la vidéo. Parce que je crois qu'il faut aussi que, dans nos instances au plus haut lieu, montrer que sur le terrain, à Bagnols-sur-Cèze, on fait des belles choses. Voilà, parce qu'il n'y a pas qu'à Paris qu'on fait des belles choses. Voilà, aussi à Bagnols, dans le Gard-Rhodanien, il y a des belles choses qui sont faites. Il faut les communiquer. On ne prend pas toujours le temps de communiquer, on est toujours à fond, mais il faut communiquer pour attirer l'intention et parfois avoir des subventions, n'est-ce pas? Ça peut aider, ça aide, ça participe. Voilà. En tout cas, merci à tous, vous êtes toujours les bienvenus dans cet espace. Il y a eu Grisby l'autre jour, là, voilà, on prend un petit rythme des entreprises, donc il faut que ça continue. Merci et bonne conférence, et puis à tout à l'heure. Merci Dominique. Alors, ce que je vais vous dire, c'est normal si une fois que vous rentrez chez vous, vous vous dites, mais c'est pas possible, c'est que votre cerveau fonctionne bien. Alors, même si on est dans le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin, et je pense que, alors pour ceux qui sont de ma génération, moi j'avais 19 ans, c'est un épisode qui m'a profondément marqué, parce que ça marquait la fin de la guerre froide. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais collège-lycée, moi, une troisième guerre nucléaire n'était pas exclue. Enfin, en tout cas, c'était une peur qui était prégnante. Et en novembre 89, le mur est tombé. Et je crois qu'aujourd'hui, on a des murs à faire tomber, même si la situation s'apparente plutôt à celle qui suit. Alors, pour ceux qui connaissent ce clip, je l'ai arrêté avant la fin. Mate, oh, I'm so sorry. I thought there was time. He just pulled out. I don't have time to stop. Well, come on, mate. It was a simple mistake. I know if I was going a bit slower. But... Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Bon, ça s'arrête là. Il y a 6 mois, j'étais dans un état d'esprit où j'aurais mis la vidéo jusqu'à la fin. Mais moi, mon état d'esprit aujourd'hui, c'est celui-là. C'est si on va vite dans le mur, c'est pour le faire tomber. J'ai 3 autres questions. Je ne sais pas si vous avez lu le titre de la première diapo, c'était qu'il fallait rééduquer notre striatum. Alors, qui dans l'assistance connaît le striatum ? Bon, je l'ai découvert il y a 10 jours, hein, je vous rassure. Bon, ben, je vous le dirai tout à l'heure, ça. Alors, est-ce que vous savez pourquoi Donald s'intéresse, alors c'est pas celui-là, c'est Donald Trump, s'intéresse au Venezuela? Le pétrole? Alors, encore plus précisément que le pétrole, effectivement, c'est le pétrole pour une raison particulière. Du schiste. Pourquoi non? C'est du pétrole lourd. Alors en fait c'est parce que le pétrole de schiste produit par les Américains est de mauvaise qualité qu'ils ont besoin d'y ajouter un bon pétrole et il y en a au Venezuela.
Voilà. Chez eux. Une autre question, est-ce que vous savez pourquoi Hitler a rompu le pacte germano-soviétique en 1941 ? C'est en lien, allez, un indice, c'est en lien avec la diapo précédente. C'est pour le pétrole. En février 1941, ses généraux lui disent chef, en août, on n'aura plus de pétrole. Donc on fait fi de l'accord de non-agression et on va essayer de récupérer les gisements de Bakou. Alors je vois que, comme moi, personne n'a appris ça pendant sa scolarité. Donc des choses aussi élémentaires nous passent par... c'est pas que nous sont cachés, hein, c'est qu'on n'a pas encore bien compris tous les ressorts. Alors tout ce dont je vais vous parler, j'en suis pas spécialiste, donc c'est pour ça, je suis désolé, je suis pas Superman. J'ai plutôt quelque part essayé de faire un travail de, allez, je vais dire, journaliste scientifique en tant que citoyen pour essayer de comprendre. Mais même si je suis pas Superman, je vais d'abord vous proposer un petit voyage. Alors un voyage dans le temps. Alors, on va pas remonter aux dinosaures. Pour moi, le temps, là, c'est pour me présenter, ça commence en 70. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors je sais pas, certains doivent avoir des enfants, mais moi je me souviens que certains de mes enfants nous ont dit, mais quand vous êtes nés, papa et maman, est-ce qu'il y avait encore des dinosaures ? Donc, alors je vous rassure, si certains dans la salle pensent qu'il y avait des dinosaures en 1970, à part moi peut-être, les bébés ressemblaient à quelque chose comme ça. Donc voilà, après moi j'ai passé mon bac, j'ai fait des études d'ingénieur à Lille dans le Nord, j'ai fait mon service militaire dans l'armée, dans les transmissions, donc on tirait des câbles sur le terrain. Et puis après je suis rentré dans l'industrie en tant que responsable production, donc vous verrez, ça va avoir un rapport avec des choses que je vais vous dire après, et puis j'ai commencé à bifurquer un peu, je suis venu dans le sud. C'est comme ça que je suis arrivé ici en 98 pour travailler chez Gerflor en maintenance. Et puis en 2002, j'ai voulu faire autre chose, donc j'ai repris des études. J'ai fait un 3e cycle en gestion finance marketing et dans la foulée, je me suis mis à mon compte au sein d'un réseau français qui est spécialisé dans le développement commercial des entreprises. Et puis à travers des clients que j'accompagne, il y en a notamment un qu'un certain nombre connaissent qui est Cyclium, je me suis plongé en fait dans les questions de l'énergie jusqu'à me prendre un thermomètre qui chauffait un peu fort dans une conférence il y a 2 ans. Et là j'ai eu un déclic. Et ce que je vais vous raconter ce soir, c'est un petit peu tout ce que j'ai vécu, appris, compris depuis 2 ans. Alors entre-temps, je me suis marié, il y a eu des petits dinosaures qui ressemblent plutôt à ça. Alors ça, c'est le 2e voyage que je vais vous présenter, qui à mon avis est plus intéressant que ma présentation. Ce que vous allez voir, alors ça dure à peu près 1 minute et demie, je crois. On va faire 2 fois la rotation de la Terre. Une première fois comme si vous étiez sur la Lune, et une 2e fois comme si vous étiez dans l'axe du Soleil. Ce sont des vraies images qui sont reconstituées dans le cadre d'un projet dont vous verrez le nom tout à l'heure, qui s'appelle Blue Turn, et vous pourrez aller revisiter sur le site internet. Je vous laisse quelques instants pour regarder ce magnifique vaisseau spatial que nous avons en copropriété.
Donc c'était, si vous regardez la date, c'était le 13 mars, il y a un peu moins de 2 semaines. Donc vous pouvez aller sur le site, en général, il y a des vidéos qui tournent et qui correspondent à 3-4 jours avant. Et ce sont, je vous le dis, de vraies photos, comme si vous étiez dans une navette spatiale qui tournait autour de la Terre. Alors, ce vaisseau spatial sur lequel nous habitons, vous y aviez peut-être jamais pensé, que nous avons en copropriété, j'ai une bonne nouvelle déjà, je vais commencer par ça. Si on entend souvent dire il faut sauver la planète, il faut sauver le monde, alors non, il n'y a pas besoin de sauver la planète. Donc la planète, elle va continuer jusqu'à sa durée de vie prévisionnelle. Par contre, on est en droit de se poser quelques questions sur ces passagers. Et ces passagers, il y en a de différentes natures. Et ce qui m'a fait rentrer dans le sujet, c'est la question de la température, mais à la limite que la température monte, bon, c'est une chose, mais c'est plutôt ses conséquences qui sont préoccupantes. Alors je vais pas y passer énormément de temps, hein, vous en entendez suffisamment parler. Ce qu'il faut retenir, c'est que les scientifiques reconnaissent qu'avec une augmentation de la température, les phénomènes que l'on connaît déjà vont s'amplifier, c'est-à-dire auront une fréquence plus importante et des amplitudes plus fortes. Voilà, c'est un peu ça l'enjeu, sachant que c'est inégalement réparti. Puisque quand on parle d'un réchauffement, alors que ce soit 1,5 degré ou 2 degrés, c'est une température moyenne. Alors je ne vais pas vous faire un cours de maths, mais une moyenne, ça représente un ensemble de données qui ont une certaine étendue et variabilité. Et si vous regardez le rapport de Global Risk Report 2019, alors c'est la grille des risques selon 2 axes, la probabilité, likelihood et l'impact. Ce qu'on voit, c'est que les principaux risques à forte probabilité et fort impact, ce sont les mêmes depuis 3 ans, et ce sont majoritairement des risques liés à l'environnement, au climat. Et il y en a même un en orange qui est une crise de l'eau, mais crise de l'eau, environnement, on est proche des sujets. Le seul ici, le seul intrus, c'est cyberattaque. Alors si on revient un petit peu sur la France, il y a une étude qui a été faite fin d'année, alors il y en a sûrement d'autres, hein, j'ai pas connaissance de tout ce qui se fait, je ne prétends pas avoir connaissance de tout ce qui se fait, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce qui ressort, c'est en termes de multipérils, donc c'est un petit peu la synthèse. Alors le vert, méfiez-vous, c'est pas une bonne nouvelle, hein, forcément. Puisque tout ce qui est orange, c'est une évolution des dommages de plus de 60%, jaune c'est entre 40 et 60, et vert c'est entre 20 et 40. Et moins 20, hein, c'est... Et moins 20, je pense que moi je vais migrer en Ardèche. Je vais quitter Pont-Saint-Esprit, je vais aller 2-3 km au nord. Voilà. Alors si on regarde, ce document, il y a plein d'éléments, il y en a notamment un sur la sécheresse où on voit que l'évolution des dommages, plus de 60% en orange, donc on est concerné ici. Et alors ce qui m'a surpris, c'est que évidemment il y a des impacts sur la vigne et sur le monde viticole, mais visiblement pas autant que ce que je pensais au préalable. Alors il y a toute un projet qui s'appelle le projet La Cave de mémoire, qui a été piloté par l'INRA, avec les différents vignobles français, et finalement, bon, ça pose visiblement un certain nombre de problèmes sur la qualité des vins, sur la fermentation et ainsi de suite, mais le principal problème, semble-t-il, ce serait une concurrence accrue, parce qu'avec le réchauffement climatique, les températures remontent, et des territoires qui aujourd'hui ne sont pas en capacité de faire du vin pourraient le devenir. Et c'est ainsi, par exemple, que certaines maisons de champagne ont déjà commencé à acheter des terrains en Angleterre. Et j'ai appris en préparant cette intervention que New York va investir 500 millions tout de suite pour préserver Manhattan de la montée des eaux. Et le projet complet, visiblement, on est plutôt autour de 10 milliards.
Donc on est quand même sur des sujets qui commencent à devenir très prégnants, y compris dans nos sociétés dites développées. Alors, du coup, moi j'ai essayé de comprendre c'est quoi la cause de tout ça. Et c'est l'effet. Alors, vous m'excuserez si je suis obligé de faire des raccourcis, parce que si je mets toutes les précautions qu'il faut, avec tous les intervalles de probabilité, et ainsi de suite, on sera encore à la première diapo dans 1 heure. L'effet de serre, c'est quoi? C'est ça. Bon, non, je vais plutôt vous le raconter sous cette forme-là. Donc, on reçoit de la lumière sous forme d'UV. Il y en a une certaine partie qui est directement réfléchie, et puis il y en a une certaine quantité qui arrive sur la Terre. Et puis la Terre, qui émet déjà des rayonnements, mais en infrarouge, en réémet aussi de la chaleur reçue. Et suivant la composition de l'atmosphère, il y en a plus ou moins de chaleur qui repartent, ou il y a plus ou moins de chaleur qui reste. C'est quelque chose de tout à fait naturel, hein, et si on n'avait pas d'effet de serre, on serait à moins 18, et l'effet de serre naturel nous permet d'être à une température moyenne à la surface terrestre de plus 15. Alors une petite question. Il y en a qui n'ont pas le droit de répondre dans la salle. Tu n'as pas le droit de répondre, Jean-Baptiste. Est-ce que vous savez quel est le premier gaz à effet de serre de l'atmosphère? Alors, méthane. Qui pense méthane? Quelqu'un a une autre idée? CO2. A une autre idée? Une vapeur d'eau. Ah, bien. Effectivement, le premier gaz à effet de serre naturel, c'est l'eau. Tout ça. Ça, c'est les nuages aussi. Après, c'est d'autres gaz. Donc effectivement, après, les gaz à effet de serre, en fait, ce sont des molécules qui ont au moins 3 atomes. Ouais, ouais. Je vous le dis, je l'ai appris. Hein. Tout ce que je vous dis, je ne le savais pas il y a 2 ans, hein, donc je peux vous le dire en toute humilité. Alors, ce qui caractérise un gaz à effet de serre, c'est son pouvoir réchauffant. Donc, c'est sa capacité quelque part à faire en sorte que plus il est présent et plus il fait chaud. Et le deuxième élément, c'est sa durée de vie dans l'atmosphère. Alors, l'eau, d'origine anthropique, donc d'origine humaine, c'est négligeable. Par contre, comme en toute chose, hein, y compris ces bonnes petites pastisseries, c'est l'excès qui est dangereux. Et le champion des excès, c'est effectivement le CO2, qui représente 80% des émissions de gaz à effet de serre. Les 20 autres pourcents, c'est 15% à peu près de méthane et 5% de nitrate d'azote. Alors, une autre question qui a agité longtemps, c'est qui le coupable? Est-ce que c'est l'homme? Est-ce que c'est pas l'homme? Donc il y a une organisation internationale qui s'appelle le GIEC, dont vous avez dû entendre parler, qui regroupe plus de 180 représentants de chacun des pays existants, qui confie à un scientifique de leur pays la participation à cette association, cette organisation, qui a souhaité y voir un peu plus clair. Donc, le premier rapport de 95, les conclusions des scientifiques, c'était la probabilité que ce soit l'homme le responsable, c'était autour de 50%. Le dernier rapport, on est à plus de 95%. Alors pourquoi pas 100%? Parce que les scientifiques ne prétendent pas être sûrs de tout. Et il y a toujours une marge potentielle d'erreur, sauf qu'il y a un certain nombre d'éléments. Là, je vous en ai mis quelques-uns. C'est des documents qui sont publics, hein, qui sont disponibles. Vous tapez GIEC, rapport 2014, et vous trouvez tous les éléments que vous cherchez. Donc là, par exemple, c'est l'élévation moyenne de température à la surface de la Terre, terre et océan compris. Ça, c'est l'élévation du niveau des mers. Ça, c'est l'évolution de la concentration des gaz à effet de serre, et en vert, c'est le CO2. Et ce qui est en bas, ici, c'est les émissions d'origine humaine de CO2, et qui viennent, la grosse zone grise, en fait, c'est la combustion des énergies fossiles. Un peu de ciment. Et en fait, c'est là où on a quand même un petit problème.
c'est que l'énergie constitue est le cœur même de notre croissance, telle qu'elle est mesurée aujourd'hui. Je reviendrai sur le... Et d'ailleurs, si vous mettez sur un axe horizontal la consommation d'énergie et sur un axe vertical la croissance du PIB, vous avez grosso modo une droite, indépendamment des mesures économiques prises par tous les gouvernements de la Terre. Or, énergie égale CO2 pour une simple raison, c'est que 80% de l'énergie consommée sur Terre, par nous les humains, ce sont des énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz. Alors pourquoi je vous parle des chiffres au niveau mondial, c'est que les gaz à effet de serre, au lieu de rester au-dessus de leur lieu d'émission, ont la mauvaise idée de se mélanger et qu'on les retrouve partout sur Terre. Donc ce qu'on émet, nous, en France, ça peut se retrouver en Australie, au pôle Nord, alors peut-être pas tout à fait parce qu'il faudrait regarder plus précisément les courants atmosphériques, mais grosso modo, ça reste pas au-dessus de ceux qui polluent. Donc du coup, par rapport au graphe précédent, en fait là vous remplacez la consommation d'énergie par la croissance des émissions de CO2 et vous gardez toujours le PIB ici en axe vertical et on a toujours une droite. Donc émettons du CO2 et on aura de la croissance. Donc plus de PIB, ça veut dire plus d'énergie, plus de CO2, et donc on augmente la température. Mais ça veut dire aussi que si on raisonne à l'inverse, si on veut baisser la température, il faut moins de CO2. Et comme les mix énergétiques et les infrastructures énergétiques mondiales et même d'un pays, ça prend un petit peu de temps à se transformer, la seule solution c'est de réduire assez rapidement notre consommation, donc quelque part, réduire peut-être le PIB. Bon, du coup, la synthèse de ce que je vous ai dit, c'est facile, il faut consommer moins et différemment, il faut transformer le mix énergétique, bon, et puis il y a d'autres choses, parce que je vous parle du méthane, de l'alimentation et toute autre chose. Alors avant de regarder un peu précisément sur est-ce qu'on peut consommer moins, est-ce qu'on peut produire différemment, il faut se poser la question, est-ce que, avant de passer à l'action, est-ce qu'il y a des contraintes? Alors il y a déjà une première contrainte, c'est une contrainte budgétaire. Mais budgétaire physique, pas budgétaire financière. On a un problème de budget carbone. Est-ce que quelqu'un, t'as pas le droit de répondre toujours, sait ce que c'est que le budget carbone? C'est le droit à émettre du CO2, oui. Oui, c'est ça. Bien dit. Ce qui va vous expliquer l'urgence. Pourquoi on dit c'est urgent? Parce que ça, c'est quelque chose qui revient souvent. On dit il reste 5 ans, il reste 10 ans, il reste 15 ans, il reste 20 ans, mais pourquoi? Donc là, je vais vous donner quelques éléments de réponse. Et effectivement, un budget carbone, c'est une quantité maximale d'émissions de CO2 d'origine humaine, anthropique. Pour faire bien, on ne dit pas humaine, on dit anthropique, parce que anthropos, ça vient du grec, et ça fait plus sérieux. Donc j'ai appris ça aussi. Pour laquelle il y a une probabilité raisonnable. Je reviens, j'ai dit tout à l'heure que je ne pouvais pas passer mon temps à vous dire qu'il y a des probabilités, des écarts d'incertitude et ainsi de suite, mais je tenais à le souligner, d'éviter la hausse moyenne des températures au-dessus d'un certain niveau. Et en fait, suivant la quantité de CO2 totale qu'on émet dans l'atmosphère, par rapport, alors vous l'avez peut-être entendu, et les scientifiques du GIEC le répètent en permanence, par rapport à l'ère pré-industrielle, donc 1850, ce qui sert de référence, c'est voilà, combien on peut en envoyer. Alors on peut en envoyer 2900 gigatonnes. Pour le chiffre, pour le moment, ça ne vous dit rien. La situation aujourd'hui, on en a déjà consommé 2000, et si on voulait ne pas dépasser 1,5 degré, on peut encore en mettre 900. Bon, quelque part, vous n'êtes pas plus avancé pour le moment. La question, c'est quand est-ce qu'on atteint ce budget carbone? Alors, là, il faut faire une simple règle de 3, que je vais vous détailler. Je vais vous donner le résultat, je ne vais pas vous demander de faire le calcul. En un an, on émet à peu près 40 gigatonnes de CO2 d'origine anthropique, et donc la question c'est en combien d'années on atteint 900 gigatonnes de CO2. Voilà, alors je vous ai fait un petit graphique. Ici, en rouge, c'est le budget à ne pas dépasser. En orange, c'est le cumul des émissions.
Et puis ici en bleu, j'ai considéré dans cette simulation que les émissions n'augmentaient pas. Alors j'ai pas considéré qu'elles baissaient, mais j'ai simplement considéré que ça ne baissait pas. Et donc évidemment, en fait, ce qui se passe, c'est que ça veut dire pendant 20 ans, grosso modo, on peut consommer, on peut y aller, mais du jour au lendemain, il faut mettre la clé sous la porte. Pour 1,5 degré, pour 2 degrés, ce serait un peu plus, pour 3 degrés, pour 4 degrés, on a encore de la marge. Bon, actuellement, on est plutôt sur une trajectoire de 3 degrés. Et c'est pour ça que, alors vous avez peut-être entendu ou vu éventuellement ces graphes pour les plus initiés, que les scientifiques du GIEC disent qu'il faut agir de toute urgence parce que c'est plus facile de prévoir une dégression, une diminution linéaire que de fermer, tourner la clé du jour au lendemain. C'est ça l'explication de pourquoi l'urgence. Alors la question c'est, est-ce qu'on peut immédiatement stabiliser les émissions de CO2 liées à l'énergie au niveau mondial? Donc là, je me suis amusé avec un physicien à faire un calcul. On a imaginé, on a transformé la consommation d'énergie en une machine fossile qui aurait une puissance d'à peu près un petit peu moins de 5000 gigawatts, qui consommerait à 100%. Alors tous les ratios, les rendements et ainsi de suite, combustion sont inclus pour ceux que ça intéresse, donc c'est vraiment de la puissance à 100%. Et on s'est dit, est-ce que les installations bas carbone au niveau mondial, est-ce qu'on peut absorber cette hausse en 2017 ? Et là, il m'a envoyé un mail juste après la publication du rapport du GIEC. Moi, je n'avais pas fait le calcul, je ne savais pas comment le faire, il m'a expliqué, donc maintenant je sais le faire. Et il me dit, on est mal, parce que tout ce qu'on a installé, éolien, solaire, nucléaire au niveau mondial, je ne parle pas de la France, si on le transforme en unité de production qui produirait de l'énergie bas carbone à 100%, on ferait 30 gigawatts. Donc ça veut dire qu'il aurait, en 2017, il aurait fallu qu'au niveau, je parle au niveau mondial, qu'on installe 3 ou 4 fois plus d'installations bas carbone. Alors, est-ce qu'on peut consommer moins? Donc, on a qui connaît l'effet rebond? Bon, je ne connaissais pas il y a 2 ans. Pourtant, je vous cache pas, j'ai une formation d'ingénieur. Et avec tout ce que j'ai appris depuis 2 ans, je me dis, mais t'es une quiche. Enfin, je me dis, t'es une quiche, mais je suis pas le seul. Et je me suis pris une claque dans la figure, quand même. L'effet rebond, c'est simplement la propension qu'on en a tous. Lorsque l'on fait des gains dans quelque chose, c'est utiliser ces gains pour consommer plus d'autres choses. Simplement. Alors au niveau énergétique, voilà ce que ça donne. Donc vous avez un Français, Jean-Marc Jancovici, qui fait partie du Haut Conseil pour le climat, qui est président d'un think tank, qui suit ça depuis longtemps. Et en fait, vous voyez ici, donc là c'est la consommation d'énergie par personne en moyenne mondiale, et ici vous avez l'évolution entre 1860 et 2016. Et ce que l'on voit, c'est que là, on parle bien par personne. On est loin d'une diminution spontanée. Alors, ce qui est peut-être intéressant, c'est de se dire, parce que je vous ai dit 22 000 kWh, je vous ai parlé de 2900 gigatonnes, bon, c'est plein de chiffres, mais ça ne veut pas forcément dire grand-chose. 1 kWh, ça correspond à quoi? Eh bien, c'est un bipède de 80 kg avec un sac de 10 kg qui gramme 4000 mètres. Voilà, on produit 1 kWh. Vous utilisez 0,3 litres d'essence, vous récupérez 1 kWh d'énergie mécanique. Donc c'est-à-dire avec 0,3 litres d'essence, vous récupérez la même chose que ce que vous avez fait sur un dénivelé de 4000 mètres. Le minerai d'uranium, 10 mg d'uranium, ça fait 1 kWh. Et une éolienne d'un diamètre de 100 mètres, c'est à peu près la moyenne. Je suis allé regarder sur le site du ministère de la Transition écologique la semaine dernière.
C'est à peu près la moyenne des éoliennes qui sont actuellement installées. Avec un vent de 35 km/h, ça produirait 1 kWh. Alors, je vais encore vous donner un grand chiffre. Tous les jours, l'humanité consomme 425 milliards de kWh. Bon. Si quelqu'un sait ce que ça veut dire, bravo. Au niveau d'un individu, ça représente donc 425 000 divisé par 7 milliards, un peu plus. J'arrondis à 60 kWh par jour et par personne. Sachant que le 1 kWh de celui qui grimpe la montagne, c'est déjà beaucoup. Donc on part plutôt sur, quand on fait ces calculs-là, sur une moyenne de 0,5 kWh par jour et par personne. Donc ça représente l'équivalent de 120 personnes qui travaillent pour chaque humain sur Terre, qui travaillerait 24 heures sur 24. Alors comme on est gentil, on lui donne un peu de repos, et en fait ça équivaut à 240 personnes qui travailleraient à mi-temps pour chacun d'entre nous. Alors question pour la France, alors c'est une notion d'esclave énergétique, et cette sensibilisation, cette information, si un jour vous faites des bilans carbone, le prestataire, dans cette sensibilisation, doit vous expliquer ces éléments-là pour vous donner des ordres de grandeur. Donc en France, est-ce que vous avez une idée de combien de personnes travaillent pour chacun d'entre nous pour qu'on soit là ensemble ce soir? Pour chacun d'entre vous. Enfin, et moi aussi. Hein. C'est les 460 à mi-temps. Donc, le pays dans lequel on vit, ce que l'on a, nos maisons, ces bâtiments, notre système scolaire, notre système de santé, consomme par personne l'équivalent de 460 personnes qui travailleraient pour chacun d'entre nous. C'est la puissance de l'énergie. Alors si on n'a pas une propension à consommer moins par unité, est-ce qu'on peut réduire le nombre d'unités? Le nombre d'unités, là en l'occurrence, c'est le nombre d'habitants sur Terre. Donc si vous regardez les projections de l'ONU, c'est la dernière projection qui a été mise à jour, on est plutôt sur une tendance, effectivement, alors vous, suivant les chiffres que vous entendez, à être 11 milliards à la fin du siècle. Sachant que comment on fait pour réduire une population mondiale, il peut y avoir les guerres, les épidémies, les famines, après il y a l'éducation, mais les plus rapides, c'est guerre, épidémie, famine. Dans la suite de l'exposé, dans le positionnement que j'ai, c'est pas ce qui me motive forcément d'envisager ces solutions-là. Néanmoins, si vous regardez ce qui se passe dans le monde, c'est déjà des choses qui arrivent. Et ce qui s'est passé en Syrie, par exemple, au début des années 2010, c'est la conséquence de 3-4 années de sécheresse mal gérée par le gouvernement en place. Voilà. Alors, heureusement, la technologie va nous sauver. Je le dis d'autant mieux, hein, je vous ai dit, je suis ingénieur de formation, donc c'est quand même un peu notre rôle. La technologie va nous sauver. Alors si je reprends ce graphique, et si on imagine qu'il soit possible de convertir toutes nos consommations fossiles par de la consommation électrique, sur la base du rythme de ce qui a été installé en 2017, il faudrait 190 ans en supposant que chacune des installations dure 190 ans, ce qui est un autre problème. Donc ça veut dire que si on veut tout remplacer, faudrait aller beaucoup plus vite là-dessus, mais bon, ça pose quand même d'autres questions sur lesquelles je vais venir après. Alors un autre message qu'on entend souvent, les ENR vont nous sauver, alors peut-être, et peut-être pas, ça dépend peut-être de la façon dont on les utilise. Si on regarde ce qui se passe en Allemagne, c'est pas forcément... c'est des centaines de milliards investis, et pour le moment, il n'y a pas tellement d'impact sur les émissions de CO2. Si on regarde ce qui se passe en France, c'est un peu pareil, on a investi beaucoup et ça continue de croître. Les Anglais ont baissé leurs émissions de CO2 sur ces dernières années. Est-ce que vous savez pourquoi ? Ils ont remplacé en fait des centrales à charbon par des centrales au gaz, qui est moins émetteur. Alors ils ont un autre problème maintenant, c'est comment on fait pour réduire nos émissions, sachant qu'on a du gaz.
Donc je ne suis pas en train de dire que les ENR, faut oublier, il faut peut-être se poser les bonnes questions sur la façon de les mettre en œuvre et du contexte dans lequel on les met en œuvre. Mais si c'est pas les ENR, le numérique, l'intelligence artificielle, les smart grids, toutes ces choses-là, tout ce qu'on est capable d'imaginer, nous les ingénieurs, ça va nous sauver. Bon, sauf que la consommation énergétique liée au numérique croît plus vite que la consommation énergétique globale, sans qu'il y ait de diminution de CO2. Donc le numérique consomme de plus en plus de ressources, sans qu'on ait les résultats en face. Par exemple, l'impact écologique, l'empreinte écologique de tous nos petits appareils, là, c'est 90% sont liés à leur fabrication. Donc si on en change tous les ans, c'est moins bien que si on en change tous les 2 ou 3 ans. Donc je suis un peu caricatural dans ce que je vous présente, c'est plus pour vous interpeller sur certains messages clés, parce qu'il faut creuser quand même un peu plus pour comprendre où sont les ressorts exactement et où sont les consommations énergétiques. Alors là, je vous ai parlé d'usage avec des produits finis, le numérique, les ordinateurs, les ENR, mais pour fabriquer tout ça, on a besoin de ressources. Et je peux vous dire que quand on est responsable de production, si vous n'avez pas les matières premières pour sortir le produit fini, vous ne faites rien. Donc il faut se poser la question, alors ça c'est pour ceux qui ont des souvenirs de physique-chimie, le tableau de Mendeleïev. Je ne vous ferai pas l'injure de vous demander de me le réciter, j'en suis de moi-même incapable. Mais la question c'est, effectivement il y a quelques problèmes de disponibilité de ressources. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est plus pour que vous l'imprimiez quelque part dans votre tête, il y a un problème. Alors, suivant les matières, c'est à plus ou moins long terme. Est-ce que vous avez entendu parler du PIC? Le peak oil, c'est ça? Alors, le peak oil, effectivement, mais de façon plus générique, on peut utiliser cette notion à toutes les ressources. En fait, c'est simplement le constat physique que une ressource non renouvelable à l'échelle humaine, ça ne veut pas dire que c'est pas renouvelable sur des dizaines, centaines, millions d'années, il y a un stock fini sur Terre, et qu'à un moment on va produire, on va aller la chercher, et puis à un moment on va passer par un pic de production, et puis après les ressources vont décroître. Là c'est le cuivre. Le pic du cuivre est prévu pour 2048, alors plus ou moins 4 ans. Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais d'après ce que j'ai cru comprendre en écoutant tous ceux qui parlaient, le cuivre, il y en a un peu partout. Un peu partout dans les pays ou dans les produits? Non, dans les produits. Dans les produits. Okay. Alors, la solution miracle, on va recycler, on va faire de l'économie circulaire. Peut-être pas, il faut se poser la question ressource par ressource. Ici, tout ce qui est en violet, c'est ce qui était, alors ça date de 2012, mais ça a été présenté par un physicien en début d'année sur un colloque qui traitait du sujet de la disponibilité des ressources minérales, et on était, tout ce qui est rose, c'est à moins de 1%. Voilà, à la limite, c'est pas forcément très intéressant que vous reteniez toutes les cases. C'est plus de se dire, mais on parle recyclage, économie circulaire, il faut peut-être un peu sérieux et se dire, est-ce qu'on est allé plus loin que simplement dire, c'est une solution pour demain. C'est probablement une des solutions, mais c'est pas la solution. Et puis derrière, ces ressources, elles sont physiquement quelque part. Donc, où ? Donc forcément derrière il y a une question de géopolitique. Et si vous n'avez pas ça en tête, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe au niveau des relations internationales. Et je vous conseille un livre que j'ai fini hier, qui est La Chine et le monde. Et la Chine a un vaste projet de reconquête du monde, alors pas forcément dans le sens
occupation, mais imposer ses standards, mettre la main sur les ressources. Aujourd'hui, 95% des métaux et terres rares qui sont si importants pour toute l'industrie numérique et des industries des énergies renouvelables sont maîtrisés, 95%, par la Chine. Alors, notre ami le pétrole. Donc vous avez en gris les découvertes et en rouge la courbe de production. Donc vous avez un rapport de l'AIE, donc l'Agence internationale de l'énergie, du mois de décembre. J'en ai eu une présentation, Pascal était avec moi à Paris avec un spécialiste du sujet. Et ce que je vais vous dire, c'est dans le résumé aux décideurs, pas dans les annexes ou les feuilles cachées de ce qu'on lit pas quand on n'a pas le temps, dans le résumé aux décideurs. Donc confirme que le pic du pétrole conventionnel date bien de 2008, sachant que le pétrole conventionnel c'est 75% de la production totale actuelle. Que les découvertes et les projets en cours et prévus de pétrole conventionnel ne couvrent que 50% des besoins énergétiques anticipés par l'AIE en 2025. Après, on peut se dire, mais ils se sont trompés dans leur prévision. Bon, on peut le dire. Mais ça couvre que 50%. Et pour compenser cet état, il faudrait que la production de pétrole de schiste triple par rapport à aujourd'hui. Donc la question c'est, mais au fait, est-ce qu'on gagne de l'argent avec le pétrole de schiste? Ça peut être une question intéressante. Et donc là, vous avez Bloomberg qui a fait une analyse alors, des différentes zones géographiques, le Permien, le Bakken, le Eagle Ford, le Niobrara. Ici, le trait orange, c'est 0. Au-dessus, c'est on gagne de l'argent, et en dessous, on perd de l'argent. Au cours actuel? Au cours actuel, ou même à 50 ou 100 dollars le baril, ils ont tout le temps perdu de l'argent. Et il y a un autre point, c'est que la rentabilité n'est pas qu'économique. Il y a aussi une rentabilité physique. Et je me suis dit, mais on t'a jamais appris ça, toi, ingénieur? C'est un peu les bases. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors on parle de ROI ou TRE. ROI, c'est Energy Return on Energy Invested, ou taux de retour énergétique en français. C'est dire, pour une unité d'énergie que j'utilise, combien je peux en récupérer. Aujourd'hui, sur le pétrole conventionnel, on est de mémoire entre 11 et 15. Sur le schiste, on serait à 5. On en met 1, on en récupère 5. Donc ça veut dire que de toute façon, quelle que soit l'énergie, mais ça vaut aussi pour toutes les ressources dont on a parlé, plus on consomme et plus c'est difficile d'aller les chercher. Donc après, on entend, et pendant longtemps j'ai cru ça aussi, mais c'est pas grave, parce que quand il y en aura moins, ça coûtera plus cher, donc on pourra aller en chercher plus. Peut-être, mais on consommera plus d'énergie. Donc ça veut dire globalement on aura moins d'énergie disponible pour faire tout le reste. Si on s'intéresse au cas de l'Europe, vous avez ici la répartition des importations de pétrole en 2018, donc c'est toujours la source, c'est Eurostat, et la répartition a été faite par la personne qui nous a fait l'intervention en février. Et ce qu'on voit, c'est ici, là. Donc il y a 50% des pays auprès de qui on s'approvisionne qui vont passer le pic ou qui l'ont déjà passé. Le ministre russe de l'énergie a annoncé il n'y a pas longtemps on va connaître notre pic oil dans 3 ans. Bon, là, l'AIE l'anticipe à 2025. Alors, juste pour se détendre un peu et respirer, parce que je vous ai quand même donné plein de choses pas très sympas, est-ce que vous avez une idée de la production quotidienne de pétrole conventionnel et schiste? Est-ce que quelqu'un se risque à donner un chiffre? Baril? En baril, ouais, parce que c'est l'unité. Alors c'est 100 millions de barils par jour. Bon.
Un baril, c'est 159 litres. Alors, je vais vous donner juste un truc. Moi, je l'ai bien retenu depuis que j'ai fait ce calcul en me disant, mais comment je pourrais leur faire retenir? Alors, vous imaginez un terrain de foot de 50 mètres par 100. Quelle serait la hauteur du parallépipède de rectangle dont la base serait un terrain de foot? Combien de barils? Donc, d'après vous, quelle hauteur? 3 km. Ouais, 10 tours Eiffel. Bon, ça vous dit pas si c'est bien ou si c'est mal. Hein. C'est juste la prochaine fois que vous serez sur un terrain de foot, vous vous dites. Et tout ça, c'est tous les jours. Combien de fûts? Voilà. Alors, en résumé, ce que nous dit la physique, c'est notre belle économie circulaire actuelle. Il fait chaud, donc je vous ai parlé de gaz à effet de serre, du CO2, mais le CO2 c'est l'énergie, et l'énergie c'est le PIB. Tel que le PIB est mesuré, tel qu'il est censé représenter notre bonheur à tous. Alors pourquoi c'est difficile de changer? Déjà on a des esclaves qui travaillent pour nous. Donc nous, on en a 460 qui travaillent à mi-temps pour nous. Enfin, pour moi, j'en ai 460, l'équivalent de 460. Peut-être que je suis aussi un peu esclave de ces 460. Il y a notre propension naturelle à ne pas consommer moins. Il y a ce petit truc là, ce pétrole dont on voudrait tous se débarrasser, mais qui présente des propriétés quand même exceptionnelles. Hein. 0,3 litres qui font 1 kWh, ça fait 50 centimes d'euros hein, pour monter 4000 mètres. Alors ses caractéristiques, c'est qu'il est relativement facile à extraire, il se stocke bien, il se transporte bien, et il se consomme que quand on en a besoin. Donc il n'y a pas l'essence, c'est son propre stock. Il n'y a pas besoin de batterie, et ainsi de suite. Donc quand on a ces chiffres-là en tête, on comprend mieux la difficulté que l'on a à transmuter vers d'autres systèmes énergétiques qui ne sont pas forcément technologiquement mûrs. Alors après, il y a effectivement notre pensée magique que la techno va nous sauver. Alors peut-être pas, hein. Mais il faut peut-être y réfléchir à deux fois sur la façon dont on le fait. Et puis il y a ces sacrées ressources qui nous embêtent. Ouais. Avec ces histoires de ROI et ces histoires de géopolitique. C'est pénible la physique. Hein. C'est super pénible. Hein. Moi, c'est ce qui m'a réussi à faire plonger dans le sujet. On m'a accroché par la physique et c'est quand même pas très sympa tout ça. Alors, j'ai quand même trouvé le coupable de tout ça. C'est le striatum. Alors je vous rassure, j'ai appris ça il y a 10 jours, je me suis dit mais comment je vais pouvoir leur dire tout ce qu'il faut faire? En fait il y a des gens plus intelligents qui l'ont déjà fait. Donc j'ai écouté un podcast de Sébastien Boller sur le bug humain. Alors c'était sur France Inter, pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher. Alors il faut revenir à des choses un peu basiques, c'est que l'objectif de notre cerveau, et du striatum en particulier, c'est d'optimiser notre rendement d'être vivant, donc je cite ce qu'il dit, pour assurer notre survie. Parce qu'on a quand même tous au fond de nous cette peur de la mort. Hein. Et donc on veut s'en préserver. Et ça passe par un certain nombre de choses basiques. J'ai besoin de chercher de la nourriture, j'ai besoin de me reproduire, se mettre au-dessus des autres, glaner des informations vitales que je vais pouvoir exploiter, et puis minimiser mes efforts. Voilà, c'est comme ça qu'est conditionné notre cerveau, c'est nous affranchir de cette peur viscérale de la mort. Et en plus, c'est basé sur un système physique interne de récompense à court terme qui est cette petite molécule autrement nommée la dopamine. Et c'est du court terme. Donc ça veut dire que biologiquement on a du mal à penser le temps long.
En fait, quelque part, il faudrait que nous, les adultes, on arrive à sortir du monde de l'enfance. Quelque part. Bon, je suis un peu caricatural, mais peut-être pas tant que ça. Alors, moi, ce qui m'a sidéré, mais vraiment sidéré, c'est que il y a plus de mortalité dans le monde par suralimentation que par faim. Enfin, je ne sais pas si vous avez imaginé ça, mais j'en suis tombé des nues. Obésité et toutes les maladies que ça génère. Ouais. Allez, un petit détour par les sciences économiques. Alors, les modèles macroéconomiques utilisés par les institutions internationales, par nos banques centrales, par nos États, sont faux. Si vous ne me croyez pas, vous tapez Olivier Blanchard, ancien directeur économique du FMI, Fonds monétaire international, modèle macro, et vous verrez, il y a un article dans lequel il dit « Les modèles sont faux, mais c'est pas grave, on continue de les utiliser ». Alors il y a certaines hypothèses, je ne sais pas si certains ont eu l'occasion de se confronter à des cours de micro ou de macroéconomie. Alors quand on est étudiant, peut-être qu'on n'a pas beaucoup de recul. Moi, ça m'est tombé dessus quand j'ai fait ce troisième cycle en 2002. Et on me présentait des hypothèses. Alors, l'être humain cherche uniquement à maximiser son profit. Alors, en jargon économique, c'est son utilité. Alors, son utilité, pour la mesurer, on va mettre des dollars en face. Que du coup, on est en capacité... Et c'est notre mode de fonctionnement, on est sur des anticipations dans nos modes de décision rationnels. Ouais. On va vous parler de concurrence pure et parfaite. Alors si vous regardez la définition de la concurrence pure et parfaite, c'est qu'il n'y a aucun acteur qui est en situation d'influer les conditions de marché. Bon, ok. Après, il y en a d'autres. Le PIB, ce fameux indicateur qui n'est pas produit intérieur du bonheur, mais produit intérieur brut, qui mesure, alors je ne sais pas si vous le savez, mais grosso modo, qui se voudrait mesurer la création de richesse en faisant la somme de toutes les valeurs ajoutées des comptes de résultats des entreprises. Bon, ça, les gens qui se paluchent leurs comptes de résultats savent de quoi je parle, mais c'est la somme de tout ce qu'on a créé. Mais il y a au moins 3 biais. Le premier, c'est qu'il présuppose une croissance sans limite, indéfinie. Le deuxième, c'est qu'il n'inclut pas, mais c'est un peu lié au modèle, la prise en compte des ressources limitées, des ressources physiques limitées. Et le troisième, c'est que plus on pollue et plus on crée de PIB. Parce que si on pollue, il faut dépolluer, donc il faut qu'il y ait des entreprises qui travaillent pour dépolluer. Et puis, alors le plus préoccupant quand même, c'est que les résultats ne sont pas durablement là. Alors quelques éclaircissements. Ici, vous avez la population qui est découpée en tranches par 10% suivant les catégories de revenus. Donc ici, c'est 10% les moins riches. Et ici, vous avez, alors sur le graphique, ils ont agrandi, mais ici, c'est 10% les plus riches. Et puis ici, c'est quelle est la croissance du revenu par adulte en pourcentage. Donc ça, c'est sur 1980-2016, donc sur 35 ans. Et la courbe, elle ressemble à ça. Donc vous voyez qu'ici, là, alors, ils ont été obligés... Ici, c'est 10% seulement, Donc ici, ça correspond à l'essor des pays émergents et plus spécifiquement l'émergence d'une classe moyenne chinoise. Ici, c'est les 1% des revenus les plus hauts du monde. Et puis ici, là où il y a eu une moindre croissance, grosso modo, c'est les classes moyennes des États-Unis et de l'Europe. Et ce qui en ressort, c'est que les 1% des plus hauts niveaux ont capté 2 fois plus de richesse, de croissance de revenus, que les 50% les plus bas. Et il y a une autre corrélation, alors que je ne connaissais pas, qui est
en fonction du revenu disponible, donc du PIB par habitant, quelle est la satisfaction de vie moyenne. Et on s'aperçoit ici que, certes, il y a une partie où, effectivement, quand on sort de la pauvreté, on considère que sa vie s'améliore, mais ici on voit qu'on est sur un plafond. Donc cette idée de PIB fait notre bonheur, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des enquêtes internationales. Et puis même quand on a des gens qui réussissent, l'Allemagne par exemple, qui voit son taux de chômage baisser fortement, donc on dit il faut faire comme l'Allemagne, il faut faire comme l'Allemagne. Peut-être pas, parce que parallèlement, le taux de risque de pauvreté augmente. Alors après, je dis pas que c'est bien ou c'est mal, c'est des débats. Ils ont choisi de développer des mini-jobs, ça fait baisser le chômage, mais ça fait augmenter le risque de pauvreté. Voilà. Donc c'est pas pour dire c'est bien ou c'est mal, c'est plus pour dire faut peut-être là encore se poser les bonnes questions. Donc en fait, la bonne nouvelle, à travers toutes ces mauvaises nouvelles, c'est qu'il est temps de penser un nouveau monde. Alors, ça ressemble à quoi? Grosso modo, je vais vous dire en creux à quoi ça devrait ressembler par rapport à ce qu'il faudrait ne pas reproduire. Alors déjà, les ressources limitées, ça va pas changer. On est quand même dans un monde d'incertitude qui est croissant. Les interdépendances, elles sont fortes, mais il y a une vraie volonté de refaire du local. Et ça tombe bien parce que notre petit cerveau, et celui qui nous fait plonger dans le court terme, il est aussi fait pour le local. Il est en capacité de gérer de 100 à 150 relations suivies humaines, mais à proximité. Donc cette notion de local, elle est importante. Et d'ailleurs, vous le vivez tous plus ou moins dans la dynamique des associations d'entreprises, par exemple, est un exemple de ce besoin d'être ensemble. Évidemment, un monde durable, alors quand je dis durable, c'est pour dire ce qu'on va prélever dans la nature qui est mis gratuitement à notre disposition, on arrive à faire en sorte que ça puisse se reconstituer dans le laps de temps correspondant, et désirable, c'est-à-dire, si possible, ce ne soit pas trop dur. Et les lignes de directrice, c'est des choses assez simples, c'est l'éco-conception. C'est peut-être du low-tech, l'analyse de cycle de vie, le bilan carbone, et s'inspirer du vivant. Parce que le vivant, qu'on souhaite dominer, nous les êtres humains, par notre intelligence, ça fait quand même plusieurs milliards d'années qu'il existe, et il a quand même conçu un système qui est pas trop mal, dans lequel les déchets des uns sont la matière première des autres. Donc c'est un peu d'économie circulaire, mais à grande échelle. Donc là, il y a des vraies pistes. Mais en fait, la question, ouais, on va continuer de produire, mais de quoi moi j'ai besoin? C'est peut-être ça déjà la question à se poser. C'est peut-être ça le début de l'éco-conception avant toute chose, c'est finalement de quoi j'ai besoin. Et là, une question, j'ai envie de dire, qui vient naturellement, finalement, quelles sont les croyances qui fondent ce que je suis? Et j'ai même envie de dire quelles sont les hypothèses explicites, mais surtout implicites sur lesquelles je me base. Par exemple, je pense que tous ici, on pense que dans 10, 15, 20 ans, on sera encore une démocratie. Je le souhaite, hein, je ne dis pas que ce sera le contraire, mais voilà, c'est quelles sont les hypothèses implicites que l'on formule tous. Je ne suis pas en train de faire une leçon de morale, là, c'est vous partagez aussi des questionnements, des réflexions issues de la synthèse de ce que je vous ai présenté. Et alors je suis tombé dessus pendant mes recherches, mes échanges, c'est l'iceberg économique. Et en fait, le dessus de l'iceberg, c'est qu'est-ce qui est valorisé par le marché, entre guillemets. C'est des salaires, on produit pour des sociétés, ainsi. Et puis, tout ce qui est en dessous, tout ce qui est informel, bénévolat, travail domestique, c'est pas monétisé aujourd'hui. Par contre, si vous l'enlevez, au-dessus, il n'y a plus rien.
Et pourquoi on ne le monétiserait pas? Alors, j'ai pas de réponse, hein. J'ai plus des questions. Et ce monde, en fait, il a besoin d'entrepreneurs. Alors pourquoi? Parce qu'il faut des gens qui puissent penser hors cadre existant et qui puissent se projeter pour créer le monde qu'on aura pensé et rêvé ensemble. Mais pour ça, il faut être aussi capable, et ça pour les côtoyer depuis 20 ans, les chefs d'entreprise, les dirigeants sont quand même super forts pour prendre des décisions imparfaites qui font progresser leur entreprise. Et ça, c'est une caractéristique du monde de demain. Il faut aussi être en capacité d'innover petit à petit, mais parce qu'on va préparer des innovations de rupture, et d'agir aussi collectivement. Alors si on essaye de schématiser, donc c'est Bill Sharp qui a théorisé le modèle des 3 horizons. Vous verrez, c'est plein de bon sens, hein. C'est ici, vous avez l'axe du temps. Alors moi j'ai mis aujourd'hui, demain, après-demain, c'est pour poser les idées. Et puis sur cet axe, c'est la maturité des différents horizons. Alors le premier horizon, c'est mais finalement où est-ce que je veux aller après-demain? Aujourd'hui, ça existe, enfin il y a des bribes de choses, mais c'est là où je veux aller. Et pour aller là, je vais mettre en place une transformation progressive. Donc je vais innover, je vais tester des choses. Il y en a qui vont marcher, il y en a qui vont pas marcher. Mais comment je fais pour transformer et atteindre mon H3, comme il est dit par ceux qui utilisent ce modèle? Et puis le dernier point, c'est la situation actuelle. Et finalement, où est-ce que je vais atterrir? Qu'est-ce qui va disparaître et qu'est-ce qui va se conserver? Et j'ai trouvé que ce modèle-là, pour poser un petit peu simplement les idées, est assez pertinent. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que c'est déjà en mouvement, ça, ce que je suis en train de vous dire. Il y a des mouvements citoyens, et vous allez avoir un témoignage juste après. Vous avez les étudiants et les lycéens qui se mobilisent. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a un manifeste pour un réveil écologique des étudiants. Alors c'est parti des grandes écoles. Aujourd'hui, il y a 30 000 étudiants qui ont signé ce manifeste. Et ce qu'ils demandent, c'est un peu un cri de désespoir. Mais formez-nous, sensibilisez-nous, dites-nous, mettez des cours dans nos formations. Il y a des associations d'entreprises. Vous allez avoir des témoignages aussi d'associations ici, à Grisby, leaders qui se posent des questions, qui, plus que se poser, ont avancé des réflexions et ont des pistes d'action. L'entreprise à mission, elle vient directement de tout le constat que je vous ai fait. Alors je vous fais vraiment un raccourci, mais ça fait suite à un certain nombre de recherches qui ont été faites pour comprendre comment on est arrivé à la crise de 2008. Et grosso modo, alors je vais vous la faire très très court, c'est avec la financiarisation de l'économie, on a séparé les 2 dimensions de ce que nous sommes, c'est une dimension de réalisation personnelle, on a besoin d'exister, mais aussi une dimension sociale que l'on est par nature. Et ce qui est ressorti de tout ce travail préparatoire qui a débouché derrière aussi, et le rapport Senard-Notas en est inspiré pour partie, c'est il faut redonner du sens. Et enfin moi ce que je côtoie, c'est des questions que je vous entends régulièrement aborder. Le monde des assurances commence à se poser des questions évidemment, puisqu'ils sont un peu en première ligne. C'est peut-être encore insuffisant aujourd'hui, mais c'est en train de bouger. Et puis au niveau des entreprises, loi de devoir de vigilance, réduction des risques de la supply chain, je suis tombé en début d'année sur un article. Alors il y a une association d'acheteurs qui avait fait une consultation alors auprès de je ne sais pas combien de centaines d'acheteurs. Et un des premiers points sur lesquels ils souhaitaient travailler, c'était sécuriser leur supply chain. Pourquoi? Parce que problème géopolitique, d'approvisionnement de la ressource, comment je fais pour sécuriser mon activité?
Et dans ce même article, il disait mais le Made in France, c'est pas finalement pas forcément plus cher que ce qu'on achète à l'étranger. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en train de bouger, certainement pas aussi vite qu'on le souhaiterait tous. Et quelque part, ce que j'ai souhaité vous faire à travers cette présentation, c'est vous inviter, alors là j'utilise un jargon plus spécifiquement entreprise, mais à revisiter votre analyse des risques internes et externes, notamment vis-à-vis de vos clients et des chaînes de valeur auxquelles vos clients appartiennent. Est-ce que vous savez à quoi ils sont sensibles? Quels sont les grands éléments qui pourraient faire basculer, faire retourner une industrie? Et puis vos RH, parce qu'il y a clairement une montée de la demande de la société civile sur ces questions-là, même si c'est informel, même si on ne sait pas encore quelle forme ça va prendre, mais il y a des attentes, notamment au niveau des étudiants, des futurs cadres. Et je vais d'ailleurs lui laisser la conclusion, alors ça dure 2 minutes, c'était à la remise des diplômes, École centrale Nantes, novembre 2018. Voilà maintenant 2 mois que j'ai fini mes études. Ça y est, je suis ingénieur, je suis diplômé. Youpi, comme ils disent dans la chanson. Les gens me demandent souvent, et toi, en fait, t'es ingénieur en quoi? Et là, tout de suite, un malaise. Je ne sais pas quoi leur dire. Comme bon nombre de mes camarades, alors que la situation climatique et les inégalités de notre société ne cessent de s'aggraver, que le GIEC pleure et que les êtres se meurent, je suis perdu. Incapable de me reconnaître dans la promesse d'une vie de cadre supérieur en rouage essentiel d'un système capitaliste de surconsommation. Si on simplifiait quelque peu la situation, un ingénieur serait aujourd'hui celui qui doit trouver des solutions aux problèmes qu'on lui pose, sans remettre en cause jamais ce qu'on lui demande. C'est pas son rôle, on ne lui demande pas son avis. Cette vision, je la trouve étriquée. Évidemment, j'aime trouver des réponses, mais il m'apparaît primordial de comprendre les questions, prendre un certain recul de la hauteur pour saisir les enjeux qui sous-tendent nos difficultés et prioriser nos actions. L'éthique, c'est ce que doit retrouver l'ingénieur, pour ne pas perpétuer les erreurs du passé et du sacro-saint progrès, qui devrait et pourrait toujours nous sauver. Je vous rappelle par exemple que nous, ingénieurs, sommes les géniteurs de l'obsolescence programmée. Alors, quand dans mon école, le budget du Bureau des développements durables se voit amputé, quand la ville de Nantes bouillonne d'idées et d'initiatives pour améliorer les choses, mais que mon école est à la traîne, quand sobriété et décroissance sont des termes qui peinent à s'immiscer dans les programmes centraliens, mais que de grands groupes industriels à fort impact carbone sont partenaires de mon école, je m'interroge sur le monde et le système que nous soutenons. Je doute et je m'écarte. Je pense qu'il n'est pas trop tard pour faire de Centrale Nantes un laboratoire de solutions techniques, sobres et durables, de changer la donne et de co-construire un futur souhaitable où l'argent n'est plus la seule valeur. Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés peuvent changer le monde. C'est toujours comme cela que ça s'est passé. Margaret Mead. Merci. Merci à vous.